Philippe Baumard, Frédéric Leroy ont fait partie ces 10-15 dernières années des contributeurs récurrents et influents de la Revue française de gestion sur les thématiques qui touchent au thème de la stratégie, des organisations et des innovations dans ce domaine. Ils ont par ailleurs participé à un projet d'envergure, une encyclopédie de la stratégie, qui a pour particularité de vouloir porter un discours différent, francophone, faire rayonner une pensée francophone aussi de la recherche en stratégie. Un auteur phare du monde de la stratégie, enseigné dans toutes les business schools de la planète, enseigné depuis le Bac+2 jusqu'au doctorat, c'est Michael Porter. Et j'ai souhaité avec eux aujourd'hui interroger la contribution de Michael Porter, pourquoi Porter est devenu la référence qu'il est devenu, a été critiqué comme il a été critiqué, bref, instruire la question de après Porter, y a-t-il un renouveau des modèles stratégiques? Philippe Baumard, Frédéric Leroy, bonjour. Bonjour. Je vous propose peut-être de partir sur qui est Porter, pourquoi Porter, les antécédents de Porter en quelque sorte. Quand Michael Porter écrit son ouvrage, qui effectivement est devenu la logique dominante de l'enseignement de la stratégie depuis maintenant près de 60 ans, il arrive à un moment où la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est, on est dans l'après-guerre, c'est Igor Antsov, et Antsov, c'est l'école, ce qu'on appelle l'école du choix stratégique. Donc chez Antsov, mais aussi chez Andrews, chez Gouff, hein, dans les équipes qui sont à Harvard et pas uniquement à San Diego, pour la stratégie, elle est inspirée d'une seule et même idée, qu'il y a d'un côté l'entreprise qui a des capacités, des compétences distinctives, de l'autre l'environnement qui a des besoins, et il faut faire l'adéquation entre les deux. Ce qu'on appelle souvent le modèle SWOT pour les Ça a été le modèle SWOT, oui, force, faiblesse, opportunité, menace, mais avant ça, c'est stratégie et structure, c'est-à-dire il suffit d'avoir la structuration adéquate à un environnement qui est une variable externe, et donc on a cette idée que l'environnement est finalement une variable inanimée. Hein, c'est une sorte de paysage, on colle les capacités, les compétences au paysage et ça marche. Donc il arrive dans ce climat-là. Il vient de l'économie industrielle, et l'économie industrielle, elle est plus dynamique. L'économie industrielle, elle porte les notions d'information imparfaite, elle explique les cartels, les jeux de coalition, elle explique le pouvoir de négociation, qui est très très important, qu'on retrouve, qu'on n'avait pas chez Antsov. Hein. Et donc il arrive et il dit, non, non, la stratégie, c'est pas ça. La stratégie, c'est gérer ses forces en présence de façon dynamique, et ce pouvoir de négociation permanent qu'il y a entre les fournisseurs, les substituts, l'environnement de l'entreprise, les dirigeants, les nouveaux entrants. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a un immédiat engouement. Alors, Frédéric Leroy, je crois que vous avez une anecdote sur le cas Porter. Ça ne s'est pas imposé tout seul, si j'ai bien compris. Il faut effectivement le remettre dans le contexte. On est dans un contexte des années 70 où il y a le déclin de l'Empire américain, comme ça a été dit. Il y a surtout la menace des Japonais. Donc, le problème pour le gouvernement américain, c'est de restaurer la compétitivité des entreprises américaines. Et un des diagnostics qu'ils font, c'est la faiblesse des cours de stratégie dans les MBA. Les cours de business policy sont fondés sur des case studies, et il y a très peu de contenu conceptuel. Et ils considèrent que ce n'est pas suffisant pour former les futurs dirigeants des grands groupes américains. Et ils demandent à Harvard de donner un contenu beaucoup plus conceptuel aux cours de stratégie. Et comme ils n'ont pas les ressources en interne, ils vont ouvrir un concours. Et Michael Porter va se présenter, il ne va pas être pris tout de suite. Finalement, il va être pris avec l'idée qu'il doit refonder le cours et que cette refondation du cours doit permettre au management stratégique de devenir un cours avec des fondements théoriques aussi forts que d'autres cours dans le domaine du management. Donc, ce n'est pas forcément du goût de Leonard Christiansen, Andrews, Goethe, qui font du case studies et qui ne le voient pas forcément arriver d'un bon oeil, parce qu'il est d'une toute autre tradition intellectuelle. Il va utiliser, en fait, les cas d'analyse qui ont été fondés en économie industrielle. Alors, en économie industrielle, c'est l'antitrust le problème. Hein. C'est les ententes, les cartels, etc., les abus de position dominante. Et il va utiliser ça, pas pour le welfare en général, disons pour le welfare de l'entreprise, pour la compétitivité de l'entreprise. Et c'est une révolution parce c'est assez ardu quand même l'économie industrielle dans les droits antitrust, la façon dont tu l'utilises. Il est capable de le rendre de façon très pédagogique. Il reprend la philosophie générale de la structure comportement performance, sauf que là il va s'intéresser à la performance de l'entreprise en essayant de maximiser cette performance. Et non pas de dire est-ce qu'il y a des surprofits, il n'y a pas des superprofits, qui est une problématique d'antitrust. Mais la problématique c'est comment je fais pour rendre l'entreprise durablement performante.
Et c'est cette capacité qu'il a à traduire des recherches arides en un contenu quasiment managérial qui va faire ça, la révolution porterienne, et qui la rend pratique par tous, compréhensible par des étudiants de programmes de formation management. Jusqu'aux directions générales des grandes entreprises. Jusqu'aux directions générales. Dialoguer avec des domaines d'activité. Et c'est très visuel, c'est très simple, et c'est une révolution heuristique, parce qu'il introduit des heuristiques qui parlent à tout le monde. On va y venir. Juste pour terminer là-dessus, ce qui me fascine, moi, c'est qu'on change les cours à la Harvard Business School, on change les cours du monde entier. Voyez. Absolument. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et le bouquin qu'il publie, Choix stratégique et concurrence, c'est son contenu de cours. Alors, c'est pour ça que je disais, on va y venir, parce qu'il va y avoir des débats, et certains vont même bâtir leur réputation académique contre Porter. Je pense à Gary Hamel, etc. Mais avant ça, il y a comme un paradoxe, c'est-à-dire que Porter est refusé 2 fois, donc en fait, il est confronté à l'échec, et on va précisément lui opposer le fait que sa théorie est une théorie qui ne conçoit pas l'apprentissage, par exemple. Qui repose trop sur la compréhension de l'environnement externe, l'attractivité de l'industrie, mais on n'arrive pas à distinguer les acteurs, la subjectivité des acteurs. C'est un paradoxe. Donc il n'est pas refusé 2 fois, il n'est pas pris tout de suite. C'est-à-dire qu'on attend de voir subtile distinction. On attend de voir s'il y a peut-être mieux. Et comme il n'y a pas mieux. Très française. Très française. Oui, c'est vrai. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas la voie unique. Les années 80, c'est Queen avec le changement radical. On sent bien que déjà naît une voie un peu contraire. C'est le cas Honda avec parfois Richard Pascal. Voilà, exactement. On est dans l'objectif. On dit, mais le problème que pose Porter, c'est que oui, on sort de l'ultra-déterminisme à la Hansoff, où finalement, dès qu'on a l'adéquation, le fit, c'est l'école du stratégique fit, on a réussi. Et donc les gens comme Queen, l'école du changement stratégique, l'école du changement radical, disent non, ça reste avant tout un problème de capacité de changement. Arrive Mintzberg, qui arrive dans le paysage et qui dit oui, effectivement, c'est un problème de changement. L'émergence compte. L'émergence compte, l'émergence est absolue. Hamel joue un jeu très intelligent. C'est-à-dire que Hamel sent bien qu'il peut gagner cette bataille. On est maintenant dans une bataille qui devient une bataille d'individus, de personnalités. Et Hamel a lu Penrose, Edith Penrose, qui dès 1959 avait déjà souligné le sujet. Elle dit mais attendez, les groupes pétroliers sont des groupes qui se ressemblent, qui sont exactement pareils. Leur industrie, si on analyse ça d'une vision à la Porter, c'est à peu près les mêmes substituts, les mêmes nouveaux entrants. Et pourtant, certains ont beaucoup de succès, d'autres n'ont pas. Absolument. Et là, Penrose dit mais ça c'est parce que certains industriels du secteur pétrolier n'ont pas des compétences distinctives, ils ont un savoir distinctif, ils ont une façon de conduire les affaires, ils ont une façon de comprendre le monde, un savoir managérial, et naît la théorie fondée sur les ressources. Hamel et Prahlad sautent dessus, ils reprennent ça, ils disent voilà, ce qui compte, c'est de bien gérer ses ressources, ils élargissent le problème, et ils disent, et c'est là où moi je suis un peu plus critique, où ils disent c'est l'intention stratégique. Et ils traduisent leur notion d'intention stratégique comme cette capacité à produire un objectif stratégique par rapport à une ressource. Mais est-ce qu'on est vraiment dans l'intention stratégique du dirigeant? Est-ce qu'on est vraiment dans la capacité à créer une vision différente du monde? C'est la question. Alors Frédéric Leroy, ça souligne quand même que Porter est critiqué, en tout cas. Alors, ce faut bien comprendre les évolutions, dans les années 80, de façon générale, dans la société, on a un certain relativisme. On a essayé les grandes idéologies de droite, de gauche, et chacun se dit finalement, peut-être chacun doit se faire sa religion. Et chez Porter, on a ça, on va choisir une des 3 stratégies génériques possibles. On a plusieurs positions possibles dans un même secteur, on peut être dans des groupes stratégiques différents. Donc on a un certain éclectisme finalement. Et dans les années 90, on passe à un mouvement de société, quelque chose d'assez différent, dans lequel on va sortir du structuralisme ou du déterminisme qu'on connaît bien en sociologie, où on a une prédétermination de son comportement par les structures, et on va retrouver une voie unique. Et chacun doit s'inventer sa voie unique. Et là, ça va coller parfaitement avec l'idée de Hamel, du renouveau de la stratégie autour. Ce qui est important, c'est d'avoir sa propre intention, d'avoir ses propres ressources, ses propres compétences, sa propre identité, et de la donner à voir sur le marché. Et c'est ça qui va vous rendre compétent. Donc, il ne faut pas s'adapter à un environnement, comme dans le cas portérien, s'adapter à une industrie.
il faut être soi-même quelque part, et il faut y croire, et ça va nous permettre de créer une industrie, en fait. Et donc, on inverse. Ce n'est pas les structures qui déterminent les comportements, c'est les comportements qui vont déterminer les structures futures. C'est la notion de stratégie de rupture, stratégie disruptive, océan bleu, innovation stratégique. On va créer un environnement qui nous soit favorable. Je ne m'adapte pas à un environnement qui existe, je crée un environnement qui soit favorable. Je crée Amazon, je crée l'iPad, l'iPhone, je crée des choses qui n'existent pas et dont je vais être dominant sur le marché. Et là, on a un changement total parce que les modèles portériens qui sont ultra puissants pour étudier des industries qui existent, ils sont assez muets pour expliquer comment on va créer des industries nouvelles. Et on est dans ce dilemme d'aujourd'hui, parce qu'on a quelque chose de très pédagogique, mais qui ne permet pas de la créativité. On a quelque chose de très pédagogique qui permet de la reproduction, de bien se positionner dans un secteur qui existe. Et on a beaucoup plus de mal. Donc tout le monde utilise Porter, parce que quand il faut faire de la pédagogie, on a ça. Après, le problème, c'est de trouver des nouveaux modèles d'analyse stratégique qui permettent d'inventer le futur, de conquérir le futur, comme disait Amélie Pralade, ou de créer un environnement qui sera celui où on sera en puissance. Il faudra sans arrêt le recréer en plus. Sa doctrine de l'hypercompétition de Davny, toute l'école de la dynamique concurrentielle, ça ne s'arrête jamais. Ils reprennent l'école autrichienne, ils reprennent Kirchner, ils reprennent Van Mises, et ils disent les avantages concurrentiels ne peuvent pas être durables, contrairement à ce que dit Porter. Donc c'est de la capacité à recréer sans arrêt des nouveaux avantages concurrentiels qu'on va avoir sur le long terme une performance. Et donc on a du mal à calquer Porter sur ce nouveau monde. Et pourtant, en 2 ans, Kodak est sorti d'un marché parce qu'il n'a pas pris le numérique, la Redoute a des problèmes. Aujourd'hui, on nous explique que Windows, qui a fondé son succès sur le fait qu'on paye des licences système d'exploitation, c'est fini. Maintenant, c'est les modèles Android, c'est le système d'exploitation gratuit. Donc, on nous dit Microsoft est fini. On nous dit le problème de Intel, c'est qu'ils ne sont pas sur les tablettes. Or, le prochain, c'est les tablettes. Donc, Intel est fini. Enfin, il y a une rapidité des cycles aujourd'hui qui fait que si on ne rentre pas dans cette dynamique de créer son marché futur, en 2 ans, on est sorti, quoi. Ça nous renvoie, parce que vous avez évoqué le cas Apple, qui est absolument passionnant à mettre en relation avec ça. Milieu des années 90, Steve Jobs est débarqué. Tout le monde connaît l'histoire. Hein. Et 2001, la reconquête va se faire par une diversification. C'est-à-dire, on retombe sur du hands-off, on se diversifie, la musique, l'iPod, et puis 2007, l'iPhone. Moi, j'ai un souvenir, c'est quand Steve Jobs présente le lancement de l'iPhone, il fait une analyse brutalement porterienne. C'est-à-dire qu'il dit pourquoi le téléphone au fond? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas des chaussures? Pourquoi le téléphone? Parce que c'est 1 milliard d'unités vendues. Et si on prend 1% de ce marché, d'1 milliard d'unités, bah, ça veut dire qu'on a déjà 10 millions, tout de suite. Et donc c'est étrangement, au moment où Microsoft arrive avec le Zune, pour concurrencer l'iPod, c'est le moment où lui fait un pas de côté et annonce que depuis 2 ans et demi, il travaille sur un téléphone pour des raisons très porteriennes. Et ça rappelle cette tension entre le tactique et le stratégique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la stratégie, c'est aussi cette capacité à discerner l'information essentielle, et là, Porter est vraiment utile, quand même, et de celle qui est, au fond, anecdotique, qui relève davantage de la tactique, ou en tout cas de l'opérationnel. Et est-ce que c'est pas ça qui nous manque parfois dans les écrits de stratégie actuelle, dans cette culture stratégique qui serait nécessaire de démocratiser davantage? Pour revenir au cas de Jobs et de l'iPhone, hein, il ne faut pas oublier que sa première intention stratégique, on est bien dans la théorie fondée sur les ressources, c'est l'iPad. Le premier projet qu'il crée, ce n'est pas l'iPhone, c'est l'iPad, c'est le grand format. Absolument. Il crée ce grand format et là, on voit bien, on est un peu dans le démenti sur l'intérêt de l'intention stratégique à la Amélie Pralade, parce qu'il a en main, avant tout le monde, avant tous les concurrents, il a en main la technologie qui aujourd'hui domine le marché. La tablette. La tablette existe avant toutes les autres technologies, avant l'iPod et sa roue. Et donc on a effectivement ce que fait Jobs, mais ce que font aussi tous ces grands patrons de la révolution numérique. C'est non seulement ils remettent Porter au goût du jour parce qu'ils sont très ancrés dans la dynamique concurrentielle, c'est extrêmement agressif. Vous avez rappelé la bataille Apple-Samsung. On est vraiment dans les nouveaux entrants. On casse la mobilité du nouvel entrant, ça c'est des concepts portériens. On met des barrières à l'entrée, on met des barrières dynamiques, des barrières contractuelles. On a des batailles de brevets, mais ces batailles de brevets ne sont pas des batailles sur le contenu. Ce sont des batailles qui sont des batailles concurrentielles sur le marché. Et là, on arrive à la limite
des ennemis du modèle de Porter, c'est que finalement, ce que dit la théorie des ressources, c'est très tautologique, c'est la critique récurrente. Si on est riche et bien portant, on a plus de chances de gagner que si on est pauvre et malade. Comme un veut l'adage. Et donc, finalement, la théorie sur les ressources souffre du même mot, du même problème qu'avait eu la théorie de la contingence. On se souvient de ce jeune chercheur qui s'appelait William Starbuck, qui avait publié un article, Rattlesnakes in the Garden of Aston. C'était un des grands moments d'histoire de la stratégie, où Starbuck n'y croit pas. Il dit, tiens, mais ces seuils critiques, là, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de seuil à partir duquel j'ai du succès. Et donc, il reprend toutes les données de l'école d'Aston, il leur demande gentiment les caisses de données, il les analyse, et il démontre qu'il y a des milliers de degrés de liberté, qu'il n'y a pas de fiabilité statistique, et qu'en fait, les conclusions de la théorie de la contingence ne sont pas vérifiables. On a le même problème avec la théorie fondée sur les ressources, sur l'intention stratégique par rapport à une ressource. Voilà comment, en fait, Porter est extrêmement résilient. Il est extrêmement résilient parce que les ennemis ont du mal à imposer leur vision, leur modèle stratégique. Absolument. Ouais, Alors, c'est clair. une petite question, Frédéric Leroy. Vous avez évoqué quand même Daveny. Et Daveny a une formule, souvent il dit un jour le ciel vous tombe sur la tête. Donc il vaut mieux, il finit toujours par vous tomber sur la tête. Donc autant anticiper le fait qu'il va vous tomber sur la tête. Est-ce qu'il vaut mieux pas, de temps en temps, est-ce que l'essence de la stratégie, c'est pas de se penser comme pauvre et malade, pour reprendre l'adage? Est-ce que le pire risque, c'est de penser qu'on est riche et bien portant? Parce que finalement, un riche et bien portant, c'est en stratégie un pauvre et malade en devenir. Alors, Danny Miller, il a le fameux paradoxe d'Icare. Hein. Plus on réussit, plus on prépare sa propre chute. Hein. Donc, et en stratégie, c'est assez vrai. Hein. C'est-à-dire que le fait de créer une industrie à l'origine, le fait de devenir dominant dans cette industrie, le fait de répéter des méthodes pendant un certain temps, la Redoute, Virgin, etc., fait penser qu'il y a ce qu'on appelle les recettes de l'industrie, et donc que ça va se poursuivre éternellement. Et donc on est dans une reproduction de facteurs de succès qu'on connaît. On est dominant sur le marché, on a des ressources dominantes, on a une autorité dominante, on a des technologies. Et donc d'abord, on ne pense pas que ça peut changer. On ne s'imagine pas qu'il peut y avoir d'autres façons de rendre le service, de fabriquer le produit. Ouais, on n'y pense pas. Et deuxièmement, on n'y a pas intérêt. Parce qu'on tire ses rentes des modèles existants. Et si jamais on remettait en cause des modèles existants, on perdrait sa rente. Donc la firme dominante, cognitivement, culturellement, structurellement, n'est pas préparée à la révolution, disons, et il n'y a pas intérêt. Donc ça fait deux bonnes raisons pour lesquelles elles n'en font pas. Et elle a plutôt intérêt à prendre Michael Porter, à mettre des barrières à l'entrée, à structurer son industrie et continuer à en tirer sa rente le plus longtemps possible. Et faire éventuellement de la différenciation. L'outsider, le nouvel entrant, le challenger, ou la firme en perte de vitesse, elle a intérêt à changer le modèle de l'industrie. Parce qu'elle n'en tire pas de rente, ou elle est mal placée, ou elle n'a rien à perdre, elle est pauvre. Et à partir du moment où elle est pauvre, c'est là qu'elle va avoir les ressources. Elle va investir dans des ressources différentes, dans des compétences différentes, dans des business models différents. Alors il y en a 30 qui vont faire ça, puis il y en a une qui va qui va toucher le client, ça va rompre la chaîne de valeur de l'entreprise, de l'industrie, et ça va se traduire par un processus schumpeterien de substitution d'industrie. Et les anciennes firmes dominantes n'ont plus d'industrie. Ce qui est arrivé à Kodak. Et ce qui pourrait arriver très vite apparemment. Et donc si les firmes dominantes ne sont pas en train de penser comment l'industrie pourrait être différente dans 5 ans, c'est les prochaines charrettes. C'est-à-dire les riches d'aujourd'hui, effectivement, s'ils ne rentrent pas dans cet exercice cognitif, ils sont à peu près certains d'avoir des difficultés dans les 10 prochaines années. Ils ne seront pas sur les marchés. C'est peut-être la chance de l'Europe de ne jamais avoir été finalement dominante et donc de pouvoir avoir l'arrogance du fort. Peut-être qu'il y a là des éléments à penser aussi pour des stratégies européennes, par certains aspects. La force de l'Europe, c'est sa mauvaise articulation. C'est-à-dire qu'elle porte en elle la diversité. L'Europe, c'est un tissu de mauvaise asymétrie. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans Jean-Baptiste C. On a des très fortes compétences, on a beaucoup de créativité, très mal distribuée. Ça, c'est une force parce que on est toujours fasciné par la Silicon Valley, qui est l'archétype du rêve de Hamelin Pralad. Le président Hollande y était il n'y a pas si longtemps, il me semble. On est fasciné par ce modèle qui est une sorte de bassin à fabriquer des compétences et de la disponibilité. Ne pas oublier que le chômage dans la Silicon Valley, c'est entre 9 et 14% en permanence.
Donc on est bien dans une ressource élastique, hein, on est dans du slack permanent d'idées, mais qu'on a fabriqué. On a fabriqué un marché, à fabriquer des idées en rade qui attendent les investisseurs. Mais on n'a pas besoin de ça en Europe. En Europe, on a déjà cette diversité extraordinaire de compétences. Ce qui nous manque peut-être, c'est de reprendre le dessus sur la dynamique concurrentielle, c'est-à-dire sur être compétitif, être agressif, offensif. Moi, je vois la différence entre l'Allemagne et la France. Ce n'est pas du tout un problème de compétences distinctives, de talent. Hein, la France fournit énormément de talent en Allemagne. C'est ce problème-là du competitive dynamics, de la dynamique concurrentielle. Gérer, être présent, gérer très fortement la présence, être offensif. Ça, c'est le vrai souci qu'on a aujourd'hui. Et la confiance. Très bien, bah écoutez, je crois qu'on ne peut pas donner d'autres conseils que de vous lire dans les pages de la RFG et de lire les autres auteurs de la RFG, et puis par ailleurs dans l'encyclopédie de la stratégie. Merci. Je vous remercie de votre venue. Merci.